Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Raphaël Prénaud, je suis interne de médecine générale à Nantes et je suis aussi président de l'ISNAR-IMG depuis juillet dernier. Je vais commencer par remercier le CNGE pour cette invitation et discuter du sujet de la 4e année ensemble. D'ailleurs, quand on parle de sujet de la 4e année, nous, internes de médecine générale, on peut difficilement voir autre chose qu'une année de plus, alors que c'est déjà une période qui est souvent difficile dans notre vie. On est payé plus ou moins 2 000 € par mois en comptant les gardes. On change de CH tous les 6 mois en fonction des besoins de main-d'œuvre. On a des risques psychosociaux qui explosent. Les dernières enquêtes qu'on a pu faire en année 2021 notamment, elles montrent 75% de troubles anxieux chez les étudiants en médecine, 66% de symptômes dépressifs, 25% d'épisodes dépressifs caractérisés dans l'année. Et en plus, on n'est pas sur la bande pente, parce qu'on était en aggravation par rapport aux chiffres de 2017. C'est la réalité des chiffres de l'internat. En plus de ça, on a 50% d'entre nous qui travaillent plus de 58 heures par semaine. On en vient d'ailleurs à être obligé d'attaquer les CHU en justice dernièrement pour qu'on nous donne le droit de mesurer notre temps de travail. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, forcément, la 4e année, on ne la demande pas. Parce qu'on pressent que forcément, comme le reste de notre internat, ça se fera dans des conditions qui peuvent parfois être effroyables. Ceci dit, cette 4e année, elle est sur la table depuis maintenant plus de 10 ans. Elle a été actée le 12 avril 2017 par l'instauration d'une phase de consolidation pour tous les DES, y compris la médecine générale, mais en l'absence de projet pédagogique depuis 5 ans maintenant, elle est repoussée tous les ans. Au mois de septembre, surprise, le gouvernement est venu inclure la 4e année dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça a d'ailleurs été entériné il y a 2 semaines, tout pile, au terme d'un procédé législatif qui pour nous est inacceptable à tout point de vue. Je vais prendre 3 points. Déjà, légiférer sur une durée d'études, c'est tout à fait inédit, c'est pas le rôle du Parlement. Ils l'ont fait ici... on suppose, parce que ça leur rend des internes disponibles 1 an de plus, et vu le contexte, j'imagine qu'ils sont contents. L'inclusion au PLFSS aussi, faut se dire qu'un texte sur la formation, ça n'a aucune place dans un projet de loi de finances. On imagine également qu'ils ont voulu faire passer cette 4e année dans une sorte de millefeuille de santé, où au final on ne peut pas trop discuter de ce qui se passe. Et puis dernièrement, l'action du 49.3, parce qu'on a quand même 3 49.3 sur cette 4e année de médecine générale, toutes les lectures à l'Assemblée nationale. Donc on nous présente une mesure qui est censée être fondamentale pour l'avenir de la médecine générale et on ne permet même pas le débat parlementaire sur le sujet. Avec tout ça, forcément, les internes de médecine générale ont appelé à la grève et on n'est pas étonné qu'il y ait eu une mobilisation vraiment historique, et j'insiste sur le mot. Que ce soit des internes actuels ou des internes futurs que représente Sarah et qui va parler après, parce que, notamment d'ailleurs les internes futurs, parce que la 4e année, comme l'a dit le professeur Samuel, elle s'appliquera à ceux qui passeront les ECN en 2023, donc aucun interne présent dans cette salle. Un peu de chiffres par rapport à cette mobilisation. On avait 40% d'internes de médecine générale grévistes le 14 octobre. On en avait 10 000 internes et externes dans les rues. Le 28 octobre, on avait 30% d'internes de médecine générale grévistes, et ce sur plusieurs jours, avec encore une fois des manifestations devant quasiment tous les CHU. Et malgré tout ça, effectivement, le projet de loi, il est passé en force. Et puis la perspective d'une coercition à l'installation qui va être débattu dans les prochaines semaines au Parlement, ça ne peut faire qu'exploser la colère des internes. Par coercition, j'entends évidemment toute atteinte à la liberté d'installation des jeunes médecins. Je vais faire d'ailleurs un petit détour sur ce sujet, puisque la 4e année, elle s'inscrit quand même dans une tendance globale à vouloir demander aux jeunes médecins généralistes de pallier aux déserts médicaux. La preuve d'ailleurs, c'est que la 4e année dans le PLFSS, elle a été inclue dans un chapitre qui s'appelle « Accès aux soins », pas formation, Du coup, dans les prochaines semaines, en termes de calendrier parlementaire, on va avoir de multiples projets de loi qui vont être débattus, du conventionnement sélectif, c'est-à-dire que les jeunes médecins ne pourront voir leurs patients remboursés que s'ils s'installent dans une zone sous-dense où ils prennent la suite de quelqu'un qui part à la retraite.
On peut voir aussi un nombre d'années minimum à réaliser en zone sous-dense en sortie de cursus, avant de pouvoir s'installer où on veut, voire même une interdiction sur l'intégralité de notre carrière, de s'installer où on veut, avec la possibilité de nous demander de ne pas s'installer en dehors des zones sous-denses ou sur la suite de quelqu'un partant à la retraite. Il va falloir vraiment qu'on reste très vigilant dans les prochaines semaines et la colère des internes, elle est palpable et elle risque vraiment encore une fois d'exploser. D'ailleurs, ce détour sur la coercition, c'est pas vraiment hors sujet, hein. Comme je vous l'ai dit, la 4e année, elle a été initialement présentée en septembre comme fléchée plus ou moins vers la zone sous-dense. Pourtant, en médecine générale, on connaît la zone sous-dense. On est la profession la mieux répartie sur le territoire. Les chiffres qui sont ici, ils sont très importants. C'est des chiffres qui sont issus de l'adresse, il y a quelques semaines. Et vous pouvez voir dans la dernière colonne qu'entre les 10% de population qui sont les mieux dotés en médecins généralistes et les 10% les moins bien dotés, en termes d'accès aux consultations, on a un rapport que de 3,7 pour les médecins généralistes. Vous me direz que ça peut paraître important, comparé aux autres professions. Pour les infirmières, on a un rapport de 6,1 et pour les masseurs kinésithérapeutes à 6,7. Alors même que ces professions-là, elles ont des régulations d'installation. C'est la preuve déjà que la régulation, ce n'est pas une solution et qu'au-delà de ça, le problème, ce n'est pas la répartition des médecins généralistes. On en a trop peu, on en a perdu 10 000 en 10 ans et on part sur 10 à 15 ans difficiles à venir pour nous. Parler d'ailleurs zone sous-dense et plus précisément sur la 4e année, ça pose des problèmes qui ne sont pas vus sur les problématiques justement spécifiques aux internes, notamment le changement de logement régulier, parce que comme on l'a dit, on change tous les 6 mois, on est potentiellement loin de nos proches qui ne peuvent pas être mutés, changer de travail tous les 6 mois, on a des heures de transport hebdomadaire, toute cette condition-là, elle ne rend pas les choses enviables de faire un an de plus. En plus, une 4e année en zone sous-dense, ça viendrait à nous faire prendre en charge des patients qui n'ont pas de suivi, qui ont des pathologies multiples et potentiellement décompensées, avec des attitudes des fois même vis-à-vis de l'offre de soins qui sont marquées par des années de manque d'accès aux soins justement, avec par exemple des gens qui recourent à leur médecin généraliste hyper tardivement avec une avancée dans la pathologie très importante, parce que ils ont l'habitude de ne pas consulter le médecin généraliste parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous, ou même des gens qui, à l'extrême inverse, vont directement aux urgences parce que vu qu'ils n'ont pas de rendez-vous chez leur médecin généraliste, le premier recours, c'est les urgences. Ça ne nous paraît pas logique que ces patients soient pris en charge par des internes, et en plus de ça, ça va entraîner une pérennisation face à ces patients d'une absence de suivi au long cours, parce que les gens face à eux, ils vont tourner tous les 6 mois, 1 an. C'est pas quelque chose d'enviable non plus pour les patients, donc. La zone sous-dense, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup de médecins, pas beaucoup de MSU, et pas beaucoup de MSU, pas beaucoup de supervision. Aujourd'hui, même hors zone sous-dense, on manque déjà de maîtres de stage universitaires. À Amiens, par exemple, ils n'ont déjà pas la capacité de faire des SASPAS de 6 mois, alors qu'on doit le faire depuis 2017. Là, demain, on va augmenter la charge de stage ambulatoire alors qu'on n'est déjà pas capable d'accueillir correctement nos 2 stages ambulatoires de notre maquette. La majorité des autres subdivisions, d'ailleurs même hors Amiens, on est à flux tendu. Je ne connais pas beaucoup de subdivisions qui ont des stages surnuméraires en ambulatoire et beaucoup de maîtres de stage universitaires sous la main. Notre crainte, c'est donc qu'on n'ait pas de MSU en 4e année, ou très peu, et qu'on soit un peu livré à nous-mêmes, sans plus-value pédagogique, aucune. L'interne, il passerait de variable d'ajustement des centres hospitaliers selon les besoins de main-d'œuvre à variable d'ajustement des zones sous-denses. Et pour nous, ça, c'est pas possible. Notre autre crainte, c'est même si on a une supervision, qu'on se retrouve avec des internes isolés dans des lieux, avec seulement un MSU par téléphone, alors qu'on le sait, les jeunes médecins aiment l'exercice groupé. C'est sécurisant, ça permet d'avoir des médecins complémentaires avec nous, et on ne peut donc pas imposer à des jeunes médecins encore en formation de se retrouver seuls. De plus, forcément, les internes de médecine générale, ils vont comparer cette 4e année en termes de qualité de vie avec ce qu'ils pourraient avoir avec une année de remplacement à l'issue de leur DES en 3 ans. Sur une année de remplacement, on peut choisir où on travaille, avec qui on travaille, on peut refuser des horaires absurdes,
et on est payé 2 fois plus. Forcément, la rémunération, cette question, elle est centrale pour comprendre la réticence aussi des internes de médecine générale à une année de plus qui serait encaissée entièrement par nos MSU. Pour nous, la supervision, la mise à disposition des locaux et du matériel, ça doit être rémunéré, mais avoir une deuxième ligne de consultation pleine qui rentre dans les caisses du MSU, pour nous, c'est pas possible, c'est pas justifié. Un interne qui travaille de façon suffisamment autonome, il doit percevoir une partie de son travail, et notamment par une part de rémunération à l'acte. La 4e année, forcément, ça pose aussi la question des stages, et notamment où est-ce qu'on va aller, parce que les hôpitaux, ils voient 4000 docteurs juniors avec gourmandise, une main-d'œuvre qualifiée et pas chère pour faire tourner les services et les lignes de garde, franchement, c'est appétant. Mais pour nous, c'est pas souhaitable, parce que l'hospitalier, c'est pas le projet professionnel de la plupart d'entre nous. Pour autant, on a des internes de médecine générale avec un projet particulier, pour qui 1 an de stage strictement en ambulatoire n'améliorera pas leur formation. Ça ferait l'impasse sur ces internes qui vivraient encore plus cette 4e année comme une année de travail forcée un petit peu et non formatrice. Dernier point que je voulais évoquer avant de conclure, c'est la formation. La formation à la fois hors stage et en stage. Pour ce qui est de la formation hors stage, je voudrais déjà faire le point sur les cours. Par interne, tous les ans, la faculté nous doit 26 journées de cours par an. C'est pas fait dans la plupart des subdivisions. On a même certaines subdivisions qui se limitent à 3 jours de cours par an. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aussi pas assez d'enseignants. Donc on a déjà des gros travail à faire de recrutement, ne serait-ce que pour assurer notre formation sur 3 ans. Et là, on va augmenter d'1 tiers les effectifs de jeunes médecins généralistes, alors qu'on est déjà en galère. En plus de ça, on n'a pas de référentiel uniforme national sur notre formation. Résultat, sur le territoire, on a une formation qui est très disparate entre les différentes subdivisions, et on n'a pas d'objectif clair en plus à présenter aux internes pour justifier cette 4e année de médecine générale. Pour finir sur les stages, 1 an de plus va arriver, et donc plus de terrains de stage à ouvrir, alors même qu'on a déjà beaucoup de terrains de stage qui sont reconnus comme non formateurs pour les internes. Il suffit de regarder le nombre de stages sur le pôle santé de la femme qui reste ouvert à chaque semestre, alors qu'on sait bien que c'est faire des comptes rendus de maternité ou faire des césariennes. Ça pose question sur la formation d'un futur généraliste. On voit aussi des stages de pédiatrie, avec des secteurs hospitaliers, avec des enfants qui sont très loin du premier recours, et donc des patients qu'on verra après dans notre pratique future, voire même des urgences qui sont supervisées par des intérimaires qui n'ont pas la valence de formation pour encadrer les internes. J'invite donc forcément les DMG à être plus actifs sur l'amélioration des stages de nos 3 ans actuels, parce qu'il y a encore malheureusement du travail. Merci au CNGE de nous permettre d'interpeller nos enseignants aujourd'hui sur les raisons qui expliquent pourquoi on ne veut pas cette 4e année. Merci de considérer nos craintes qui sont issues de notre vécu et qui expliquent la mobilisation historique qu'il y a eu contre ce projet dernièrement. Sur les aspects que j'ai pu évoquer au cours de cette présentation, zone sous-dense, supervision, rémunération, formation, etc., comment comptez-vous répondre aux inquiétudes des internes de médecine générale à venir ? Merci.